Bien, bonjour à toutes et à tous. Avec Alexis Corbière, nous sommes très heureux de vous accueillir ici dans cette belle salle Colbert, qui est un des beaux lieux de l'Assemblée nationale. C'est son deuxième hémicycle, en réalité, avec ce beau tableau que vous ne voyez plus. Mais on a pu le laisser à votre vue pendant quelques instants. Autour de la table sont présents et présentes donc Florence Gauthier. On vous présentera toutes ces personnalités plus en détail un peu plus tard. Florence Gauthier, Youn Locard et Florent Groisel, Frédéric Régent et Jean Numa Ducange. Je dois vous annoncer que Frédéric Matonti a eu un empêchement et qu'elle ne pourra pas nous rejoindre. Et nous en sommes très désolés, elle aussi. Elle présente ses excuses. Voilà, bon, c'est comme ça, c'est ainsi. Je veux saluer la présence d'André Chassaigne, le président du groupe GDR, qui est ici pour accompagner le démarrage de notre réunion. Je le remercie. Je ne vois pas d'autres députés, mais il y en a qui doivent nous rejoindre, je crois. Raquel Garrido doit arriver, et peut-être d'autres. Voilà. Avant de commencer vraiment, on m'a demandé de vous faire deux précisions, et peut-être que j'en oublierai, mais il y en a au moins deux. La première, c'est que peut-être certains ou certaines d'entre vous devront nous quitter avant la fin. Évidemment, on leur suggère de le faire le plus discrètement possible, mais ça va de soi. Et la deuxième information, c'est que les personnes qui ont prévu d'assister à la table ronde de cet après-midi, puisque notre journée se déroule en deux temps, ce matin, cet aspect plutôt colloque, et cet après-midi, cette table ronde avec 4 députés qui échangeront sur le thème « Pourquoi sommes-nous républicains, républicaines ?» Donc il faudra se présenter à 14h au 126 rue de l'Université, une fois que nos travaux de ce matin seront finis, pour pouvoir assister à cette deuxième partie, et qui ne se déroulera pas dans cette salle, puisqu'on a eu la salle que pour la matinée, et qui se déroulera dans une autre salle, au 9e bureau, mon cher Alexis. Voilà. Et il faudra garder vos badges, voilà, me dit-on, pour éviter de recommencer toutes les opérations. Voilà, nous voulons donc fêter aujourd'hui la République à notre façon, et c'est quand même plutôt une belle journée pour le faire, le 21 septembre, puisque le 21 septembre 1792, je cite, « La Convention nationale décrète à l'unanimité que la royauté est abolie en France ». Alors on pourra débattre de savoir si ça suffit à faire advenir la République que d'abolir la royauté, mais finalement, il nous a semblé que bon, c'était un peu défendable, même si on pourra toujours discuter de la date. Le lendemain, le procès-verbal qui rend compte de cette séance est daté de l'an 1er de la République française. Et de toute évidence, c'est la République qui succède à la monarchie. Manière donc de justifier un peu rapidement notre choix, mais peut-être que les historiens ou les historiennes qui sont là le discuteront et nous l'acceptons. Cette journée, nous avons décidé de l'organiser donc au mois de juin dernier avec Alexis Corbière lors à l'occasion d'un colloque, voilà, au moment du 230e anniversaire de la Constitution de 1793 qui se tenait déjà dans cette maison. Et nous tenons cette rencontre aujourd'hui alors que se tient à Versailles un dîner royal. La conjonction, on ne l'avait pas tout à fait prévu, mais enfin la conjonction est intéressante, donc je la souligne. Nous sommes ici, d'autres sont ailleurs. Dans le débat public, la République est bien souvent convoquée pour faire taire, pour faire obéir, pour demander qu'on se conforme. Et évidemment, elle est réduite à la notion, trop souvent, d'ordre républicain. Elle est aussi revendiquée par ses adversaires, la République, qui professent des projets contraires à la liberté, l'égalité, la fraternité. Et pour nous, la République est une construction permanente. Elle s'est consolidée au fil de l'histoire. Elle s'est consolidée avec la création des services publics, avec les grandes lois de liberté syndicale et associative, avec les lois laïques, avec la création de la sécurité sociale. Elle a été menacée par l'extrême droite. Elle a été mise à bas par le pétainisme. Elle s'est aussi ébréchée dans le colonialisme ou dans le patriarcat. Elle s'est amoindrie dans le présidentialisme, dans les reculs sociaux, dans les reculs des libertés. Aujourd'hui, la promesse républicaine est parfois très inaccomplie, et parfois au point que cela entrave le grand acte de confiance dont parlait Jean Jaurès. Il y a de la désappropriation à l'égard de ce bien commun, des biens communs, si l'on peut dire. La République que nous voulons,
c'est une république sociale et démocratique, c'est une république qui fasse valoir le pouvoir du peuple face au pouvoir de la finance, c'est une république qui ne fait pas taire les aspirations populaires, mais une république de toutes et de tous. Alors voilà, nous sommes convaincus qu'il faut engager un grand mouvement de refondation et de réappropriation de la République. Je crois pouvoir le dire avec mes mots, mais Alexis Corbière le dira à sa façon. Et là où aujourd'hui le mot est parfois vidé de son sens, nous avons voulu aujourd'hui tout simplement remettre de la perspective et de la pensée. Sans doute que cette journée n'y suffira pas, mais c'est quand même un bon signal que nous avons voulu envoyer ensemble aujourd'hui. Voilà. Donc je veux saluer, pour terminer, celles et ceux qui ont œuvré à ce que cette journée puisse se tenir, nos collaborateurs, collaboratrices, notamment Delphine et Nathalie, et puis j'en oublie, et je n'ai pas tous les noms en tête, mais enfin merci à celles et ceux qui ont permis que cette journée puisse exister, ainsi qu'aux huissiers de l'Assemblée nationale qui nous accueillent aujourd'hui. Voilà, peut-être que on va... Ah, vas-y Alexis, très bien. Non, mais merci voilà. Pierre. J'ai la mission de présenter désormais l'orateur qui suit. Tu as dit les mots qu'il fallait. Vous remercier à nouveau de votre présence, mais insister sur la qualité de nos intervenants ce matin. C'est Jean Numa Ducange qui va commencer cette matinée par une communication. Un mot sur Jean Numa Ducange. Il est professeur en histoire contemporaine à l'université de Rouen. J'ai envie de dire, comme je le connais depuis longtemps, c'est un jeune historien, mais à force, les années passent. Son œuvre universitaire commence à être dense. Jean Numa, par son travail, si vous l'avez lu, est à la fois un fin connaisseur de la Révolution française, mais aussi un spécialiste du mouvement ouvrier, en particulier au XIXe siècle. Et ça nous a semblé intéressant de commencer sur son regard, sur pourquoi cette date, finalement, est-elle aussi peu célébrée. Elle est souvent dans l'angle mort de beaucoup de discours. Je vois le président de la République avait fait à l'occasion, c'était le 150e anniversaire, disait-il, de la naissance de la République, pour fêter le 4 septembre 1870. L'anniversaire, c'est le moment de naissance, dit-on, mais la République était née avant, en 1792. Donc il est intéressant de voir comment cette date, finalement, parfois elle est un peu oubliée, et comment aussi le mouvement ouvrier, dont nous nous réclamons, même s'il a évolué, lui aussi a pu se saisir de cette date, l'a reconnu, célébré ou critiqué aussi. C'est ce regard-là qui nous intéresse, parce que le mot de République ne suffit pas à définir exactement quelle année le contenu. Nous sommes d'une tradition politique, ce sera dit tout au cours de la journée, qui nous réclamons de la République. Nous sommes républicains, mais on voit bien, Pierre Darivitte vient de le dire, que ce mot aujourd'hui est utilisé dans le champ politique par beaucoup de gens, y compris des familles politiques qui longtemps l'ont combattu. On a même un groupe à l'Assemblée nationale qui s'appelle Les Républicains, sans faire injure à nos collègues, il s'agit de la droite, qui porte ce nom. Et on a même eu dernièrement une première ministre qui considère qu'il y aurait même un arc, on reviendra là-dessus, dans lequel il y aurait des gens qui seraient et d'autres qui ne seraient pas. Et elle a eu parfois le mauvais goût de considérer que le mouvement politique dont je ferais partie n'en ferait pas, n'en ferait pas partie. Donc tout ça, ça mérite un peu qu'on y revienne sur le plan historique, sur le plan politique, sur le plan intellectuel. Et c'est ça le premier propos et l'importance de ce que va nous dire Jean Numa Ducange. Je voudrais dire un dernier mot en citant Victor Hugo. Célébrer, c'est préparer de grands événements. Ce que nous faisons ici est de considérer que nous allons parler bien sûr du passé, pour ce qui est de ce matin, mais en ayant la conviction sans doute qu'il y a une actualité brûlante dans ce dont nous parlons, et une source d'inspiration pour les événements qui viennent. Car beaucoup des choses qui ont pu se dérouler au XVIIIe siècle, voire même au XIXe siècle, et des problématiques et des contradictions qui ont pu être se dresser face à ceux qui sont nos ancêtres, de mon point de vue, je crois que Pierre, tu partages ça, est quelque chose de brûlant d'actualité. Comme Pierre est un modeste aussi, je veux dire un mot, parce qu'il y a l'humanité, il aurait pu en parler, mais c'est moi qui vais le faire, qui a fait un excellent dossier sur 1793, évidemment qui revient sur, tu l'as dit, la naissance, enfin, du moins la première constitution, mais il va de soi que ce dossier est pleinement dans les problématiques que nous allons aborder aujourd'hui. Si vous ne l'avez pas déjà, n'hésitez pas à vous le procurer, il y a dedans toute une série d'articles et il y en aura tout à l'heure. Sur ce, je ne suis pas plus long parce qu'on est très pressé par le temps. Jean Numa, à toi la parole, sous le titre « La mémoire de la République dans la gauche et le mouvement ouvrier ». Je te cède la parole. Je te remercie.
Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Je suis évidemment très heureux d'être ici aujourd'hui pour évoquer cette date du 21 septembre 1792, sachant qu'effectivement, ça vient d'être rappelé, il n'y a pas de caractère d'évidence à la commémorer. Et si aujourd'hui vous demandiez à beaucoup de Français quand est-ce que commence la République, quand est-ce qu'a eu lieu la première expérience républicaine, y compris parmi des étudiants d'histoire, la première réponse spontanée qui vient à l'esprit, c'est de dire que ça commence en 1789, tellement cette date de 1792 est peu connue. C'est le premier paradoxe. Parmi les autres paradoxes, il y a l'idée communément admise, même si c'est un peu plus compliqué que ça, que finalement, tout au long du XIXe siècle, la République est portée par la gauche face à une droite nostalgique de la monarchie. Mais dès cette époque-là, et je vais le dire rapidement, il y a un certain nombre de débats au sein de la gauche et du mouvement ouvrier sur qu'est-ce que la République, que doit être la République, quel doit être surtout le contenu social et politique de la République, et c'est ça qui, d'une certaine manière, détermine les débats ultérieurs. Je vais égrener un certain nombre de grands moments en 30 minutes, bien sûr, évidemment, je ne vais pas parler de tout. Je commencerai par dire, et je vais y revenir aussi, mais que une des raisons, ce n'est pas la seule, pour lesquelles 1792 n'est pas commémoré, c'est tout simplement le résultat, tu as évoqué Alexis, le fait que certains commémorent le 4 septembre 1870, eh bien de longue date, les grandes commémorations de la Révolution française au 19e et au 20e siècle organisées par l'État, par la République donc, sont 1889, 1939 et 1989. En soi, c'est très bien, c'est 1789, mais à chaque fois, il n'y a pas eu, bon, 1939, évidemment, 1942, il y avait un contexte très particulier, mais 1892 et 1992 ont été des dates de commémoration à minima, à tel point que parfois, les dates de 1792 ont été ramenées à 1889 pour justement ne pas trop commémorer ce moment républicain initial. Une fois que cela est dit, donc je vais prendre quelques moments historiques. Le premier, tout simplement, c'est, on peut appeler la République ambivalente, ambiguë, face au monarque, puisque après l'ère napoléonienne, entre 1815 et 1848, les républicains sont par définition dans l'opposition. La plupart d'entre eux, il y a eu des ralliés, mais pas que, ont souffert sous l'Empire. Et il y a une sorte de coalition un peu étrange, mais qui nous permet aussi de comprendre un certain nombre de débats ultérieurs, entre tous ceux qui s'opposent d'abord à la Restauration, puis à la monarchie de Louis-Philippe à partir de 1830, sur « il faut s'opposer au monarque ». Et vous avez toute une série de sensibilités républicaines. Certaines sont déjà très attachées à la question sociale qui a émergé pendant la Révolution française. D'autres sont davantage, en fait, pour une république d'ordre. Alors, comme ils sont dans l'opposition, ils critiquent l'ordre, mais à des fins politiques, si je puis dire. Et il est fréquent, même dans les conspirations antimonarchiques, d'avoir des gens qui sont et nostalgiques de la Révolution française, et éventuellement de l'Empire napoléonien, puisqu'à l'époque, la différence n'est pas forcément si évidente que cela. J'ajoute un point sur cette période. Alors oui, j'ai mis une estampe du milieu du XIXe siècle qui est moqueuse, mais où il y a écrit « Vive Napoléon, vive l'associat, vive le président, vive la République, vive l'empereur », pour dire qu'effectivement, quand vous avez le roi en face de vous, eh bien, une sorte de confusion, mais y compris dans les groupes qui disaient, voilà, le premier objectif, c'est de se débarrasser du monarque. Mais c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis, vous savez, quand Louis-Napoléon Bonaparte parviendra à renverser la Deuxième République ultérieurement, il saura jouer très habilement de tout cela, en disant, moi, je ne suis pas un monarque, moi, je suis malgré tout, pour partie, l'héritier de la Révolution. Donc des groupes républicains dans cet environnement-là. Et j'ajouterai un point aussi qui est important, qui est qu'il n'y a pas que des gens qui admirent cette expérience initiale de la Première République française en France. Si le 21 septembre est à ce moment-là assez connu, parce que compris vous avez des acteurs eux-mêmes qui sont âgés ou c'est la première génération après, septembre 1792, à l'étranger, c'est l'an 1 évidemment de la liberté, c'est le début d'une nouvelle ère, c'est le début de l'application concrète des principes des Lumières et de la Révolution dans un moment politique qui va donner lieu donc à une constitution, et donc j'ai envie de dire, depuis les républicains socialistes, communistes, à l'époque les différences ne sont pas fixées, les républicains socialistes, communistes allemands en exil en France pour des raisons politiques dans les années 1840, la Révolution française, la Première République, c'est quelque chose d'important, de commémoré, de pris par exemple. Je ne vais pas vous faire un tour d'Europe complet, mais c'est moins connu, et j'aime souvent le rappeler, les décembristes russes, qui sont première, entre guillemets, grande révolte contre le tsarisme en 1825, sont des francophiles. Bon, une francophilie en Russie, tout à fait indépendamment des idées révolutionnaires, mais
eux savent très bien de quoi ils parlent lorsqu'ils essayent de renverser le tsar, et ils ont en tête l'exemple français. Donc là, c'est pas pour faire du francocentrisme, parce qu'il y a tout un débat sur aujourd'hui, on insiste trop sur la Révolution française comme modèle mondial, international. Il y a certainement des choses à relativiser, mais pour beaucoup de gens au XIXe siècle, il est clair qu'il faut reprendre le fil qui a été commencé le 21 septembre 1792. Je ne vais pas dire que c'est l'inverse d'aujourd'hui, on a tendance à accentuer sur 1789, mais pour les plus radicaux sociaux, appelez-les comme vous voulez, parce que, encore une fois, les termes ne sont pas fixés à ce moment-là, il est clair que la première expérience républicaine, c'est ça qu'il faut prendre pour exemple. Donc, tant que tous ces groupes étaient face aux monarques, les choses n'étaient pas totalement délimitées. Je citerai juste quand même ceux qui sont à l'origine du premier communisme politique, parce que le terme communisme en France prend une nature politique en 1840. Il y a un banquet à Belleville, qui à ce moment-là pas encore intégré à Paris, et qui se réclame de la Révolution française, de la République. Et on affirme l'idée que le communisme est finalement l'héritier de la Révolution française, tout en insistant désormais sur la propriété collective. Ce moment-là est important, mais évidemment la suite des événements l'est plus, puisque à partir de 1848, il y a une nouvelle expérience républicaine dont la fin de l'histoire ressemble tragiquement, si je puis dire, à la première, puisque à la fois un grand enthousiasme politique, social sur toute une série de questions. Puis 1848, c'est le retour du suffrage universel, masculin à l'époque, l'abolition de l'esclavage, toute une série de grandes mesures qui sont très importantes. Mais 1848, c'est rapidement une fracture sociale et politique. Et c'est là où les différenciations que vous avez évoquées en introduction commencent à prendre tout leur sens, parce que les républicains sont au pouvoir à nouveau. Se pose la question de sommes-nous les héritiers de la première, etc. 1848, ça ne fait pas vraiment débat, mais ça fait débat en fait à partir de juin 1848. Certains d'entre vous le savent, il y a une répression très violente contre les insurrections ouvrières. Je vous passe sur, si j'ose dire, les détails du contexte. Ce qui est important pour nous, pour comprendre la mémoire de la République dans la gauche ensuite, c'est que, pour partie, c'est des républicains contre des républicains, si j'ose dire. Puisque Cavaignac, le général qui réprime, cette fois-ci, il n'est pas aux ordres de Louis-Philippe, il n'est pas aux ordres de Louis XVIII ou Charles X. Quand vous étiez aux ordres de Charles X, si vous voulez, ça permettait de faire une coalition assez large, puisqu'évidemment, c'était la pointe avancée de la réaction. Mais cette fois-ci, vous avez une république d'ordre contre des ouvriers qui se réclament de la République, de la sociale. Et là, vous avez des contradictions très fortes sur les projets qui commencent à ce moment-là. Des contradictions qui vont être aiguisées par le fait que cette expérience républicaine, en plus, première fois dans l'histoire de France qu'on va élire un président de la République au suffrage universel masculin, est-ce une bonne idée? Pas toujours, puisque la première fois qu'on l'a fait, en décembre 1848, ça aboutit à élire très largement Louis-Napoléon Bonaparte, qui écrase dans les urnes. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le contexte dans lequel il écrase dans les urnes, mais tout de même, en décembre 1848, Louis-Napoléon Bonaparte est élu à la tête de la République, donc c'est le neveu de Napoléon Ier, et à partir de là s'enclenche un processus de débâcle, et la République va être progressivement vidée de son contenu et céder la place au Deuxième Empire. Et ce Second Empire, donc Napoléon III, va assez habilement jouer sur la question sociale et la question politique. Pourquoi? Et ça explique pourquoi ensuite, je vais y revenir rapidement, pourquoi beaucoup de gens à gauche et dans le mouvement ouvrier auront toujours une forme de suspicion à l'égard de la République. C'est un des grands thèmes, je crois, qu'il faut aborder. Pourquoi après, la mémoire du 21 septembre va se perdre? Pourquoi ça ne va pas être si important? C'est parce que Napoléon III, qu'est-ce qu'il fait? Beaucoup de choses, y compris en termes internationaux, mais il accorde le droit de grève en 1864, donc avant, pas sous une expérience républicaine, et par ailleurs, il a l'intelligence de libéraliser à la fin le régime, ce qui fait que vous avez déjà des grandes campagnes au suffrage universel sous l'Empire. Et donc après, dans le mouvement ouvrier, certains vont se dire, mais attendez, s'il s'agit de réclamer un certain nombre de droits politiques et sociaux, est-ce que la forme républicaine est si importante? Donc vous avez dans les premiers groupes du mouvement ouvrier une sorte de... Oui, le terme suspicion, me semble-t-il, convient bien, compte tenu de ce contexte-là. L'autre événement, bien sûr, de cette j'ai mis République ensanglantée, parce qu'il y a juin 1848, il y a la Commune de Paris. Alors à la question, la Commune de Paris est-elle républicaine? Évidemment, nous répondrons oui. Mais là, encore une fois, de quelle République s'agit-il? S'agit-il de reprendre le fil de 1792, de 1848? De quoi se réclame-t-on? Et est-ce que l'on doit prendre les acquis de la Première République pour
leur donner un contenu social, ou bien est-ce qu'il faut rompre finalement avec cette histoire et affirmer désormais d'autres valeurs, l'anarchisme, le socialisme, le communisme, etc., etc. Alors, la Commune dure peu de temps, comme vous savez, elle est écrasée dans les conditions que je pense la plupart d'entre vous connaissent, mais il y a là aussi toute une série de communards, dont certains, il faut bien le dire, certains auront un parcours héroïque, certains finiront très mal politiquement, compris pour les raisons que j'évoque, qui verront évidemment, non pas dans les Versaillais la République à proprement parler, mais la Troisième République, celle que M. Macron commémore du 4 septembre 1870, au départ est une république conservatrice, qui a certes failli être renversée sous une forme monarchiste, mais Thiers est président de la République, et ça pèse, pour les gens de l'époque, bien sûr. Et donc tout ça continue à alimenter l'idée que la République n'est pas nécessairement, pour certains, le meilleur régime possible, ou tout du moins que ce n'est pas fondamentalement si important que cela. Donc il n'y a pas, à la sortie de la Commune, on pourrait dire une sorte de bloc, pour paraphraser le Clémenceau de 20 ans plus tard, républicain, qui fait sens. Et c'est justement ça que va essayer de construire la Troisième République, avec cette fois-ci un certain succès, quoi qu'on en pense, de constituer une sorte de bloc républicain autour d'un socle susceptible de mettre d'accord une majorité de Français. Et c'est là qu'intervient directement notre sujet sur les questions de date. L'oubli fondateur de la Troisième République, c'est 1792 en réalité, c'est le 21 septembre. Je vous ai mis donc deux illustrations, l'une... l'appel de la... Parmi, il y en a énormément à l'époque, fête du centenaire de 1789, et une date qui est évidemment très, très proche de celle de l'abolition de la royauté, comme vous savez, la bataille de Valmy, il y a donc la veille de l'abolition de la royauté. Pourquoi j'ai mis ces deux ensembles-là? Eh bien parce qu'il y a un débat dans les années 1880, je travaille là-dessus, mais je vous fais grâce des détails sur... Qu'est-ce que l'on va commémorer en 1889? Parce que, pour la faire courte, donc la République est au départ conservatrice et elle devient véritablement républicaine en 1880. C'est là qu'on choisit le 14 juillet comme fête nationale, dont évidemment nous sommes les héritiers, mais contrairement à ce que pensent aussi mes étudiants, ce n'est pas la prise de la Bastille qu'on commémore le 14 juillet à proprement parler, mais c'est la fête de la Fédération de 1790, c'est-à-dire un moment d'unité autour du roi, pré-républicain, enfin même c'est pas pré-républicain, parce qu'en 1790, comme tout, vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas républicains, à commencer par Robespierre et quelques autres. Donc la République choisit un moment antérieur à la République pour essayer de faire consensus. Donc, vous imaginez bien que 1792, là-dedans, est cité, mentionné, mais plutôt à travers la bataille militaire de Valmy, parce que c'est national, c'est patriotique, on repousse les Prussiens, et en 1880, évidemment, vu ce qui s'est passé pendant la guerre franco-allemande, ça permet de faire consensus, mais on insiste très peu sur l'expérience républicaine initiale. Et donc, célébrer 1789-1790 et un petit 1792, il ne serait pas juste de dire qu'à proprement parler, on oublie totalement 1792, mais on l'a réduit, et surtout tous les événements autour de 1792 sont fêtés en 1889. Ce qui fait, ce sera d'ailleurs le cas aussi au moment du bicentenaire, que les gens se trompent de date. Mais parfois même des gens inaugurent des plaques, il y a quelques gags, et en 1889 et en 1989, où les gens disent que la République est née, c'est l'année de la commémoration. Bon, ils n'ont pas dû aller chercher bien loin, je vous l'accorde, mais parce que tout simplement, le contexte officiel fait qu'on a tout ramassé sur 1789 pour faire consensus. Et donc, par rapport à cela, quelle est l'attitude du mouvement ouvrier? Parce que parallèlement au processus que je vous décris, je disais, oui, socialiste, communiste, républicain, tout ça est au départ un peu assez flou, des nébuleuses, si vous voulez. Sauf que nous entrons dans la vie politique moderne, dans les années 1880, avec la Troisième République. Et des partis ouvriers se constituent, ils ont des divergences sur un certain nombre de points, et avant l'unité socialiste de 1905, c'est des conflits multiples et variés dont je vous fais grâce aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est l'attitude des uns et des autres par rapport à la question républicaine spécifique. Bien sûr, autour du 21 septembre, mais plus largement. Donc, trois têtes d'affiche, si je puis dire, qui en plus dans cette salle font sens, puisqu'ils étaient juste derrière avant qu'on projette les diapositives. Pas Gued, mais bref. Clémenceau, Gued et Jaurès. Pourquoi ces trois figures? Alors, le premier, parce qu'il est un des... peut-être l'homme, parmi les hommes les plus importants de l'histoire de la Troisième République, entre 70 et 1940. Hein. Très rapidement, Clémenceau, c'est au moment de la Commune, celui qui tente la médiation comme maire de Montmartre du 18e arrondissement entre les communards et les Versaillais. Il ne faut pas oublier ça, parce que beaucoup dans le mouvement ouvrier s'en souviendront, donc ce n'était pas le pire, hein, ce qui explique sa capacité à construire des majorités ensuite. Et Clémenceau, en même temps, c'est celui qui est très anticolonialiste au départ, et qui, lorsqu'il devient l'équivalent de Premier ministre aujourd'hui
président du Conseil en 1906, devient par excellence le républicain d'ordre, pro-colonial, et qui est surnommé par la CGT et le Parti socialiste le briseur de grève, car c'est lui qui réprime toute une série de mouvements grévistes, notamment à Villeneuve-Saint-Georges, en 1906, très violemment. Et à l'époque, quand les grèves sont réprimées, il y a des morts. La moitié du bureau confédéral de la CGT va en prison quelques jours pour avoir organisé les grèves. Donc Clemenceau est l'homme d'ordre. Mais Clemenceau est-il républicain? Difficile de lui dénier cette étiquette, puisqu'il s'en est réclamé toute sa vie. Évidemment, il y a son rôle après pendant la Première Guerre mondiale, mais là, je suis sur l'avant 14. Clemenceau est typiquement l'incarnation du républicain d'ordre, qui estime qu'il y a un compromis qui a été passé avec les institutions de la Troisième République, qui est valable, correct, et qu'il faut arrêter de se réclamer de quelque chose qui pourrait aller plus loin. Clemenceau est très clairement hostile au socialisme. Ce socialisme est globalement divisé dans plusieurs branches à l'époque. J'ai mis Gued et Jaurès parce que c'est l'emblème. Gued et sa nébuleuse se méfient de la République. Parmi d'autres, mais tout de même c'est un des plus importants, ils incarnent cette idée que la République demeure fondamentalement bourgeoise, limitée, et quand ils ont Clemenceau en face d'eux en 1906, ils sont du coup convaincus qu'effectivement la République est bourgeoise et limitée, et même qu'elle tire dessus. C'est la République qui fusille. Jean Jaurès, lui, a une autre démarche. Jean Jaurès est au départ quelqu'un qui est moins à gauche que Clemenceau. Dans les années 1880, il est avec Jules Ferry, c'est un des plus colonialistes. En termes de propos antisémites, il est pas mal non plus. Enfin, vous avez toute une série de choses chez Jaurès qu'il faut connaître au départ. Mais il évolue vers le socialisme, progressivement. Et Jean Jaurès est quelqu'un qui va considérer que l'ancrage du socialisme doit se faire dans la République et que le minimum républicain politique, sociale qu'on a pu obtenir depuis les années 1880 constitue la base à partir de laquelle il faut construire le mouvement ouvrier, le socialisme, etc. Ce n'est pas une république fixée, délimitée, c'est un idéal, il y a une sorte d'idéal républicain qui va plus loin, d'après lui compatible avec le socialisme, à tel point que dans nombre de ses textes, il définit le socialisme comme finalement l'héritier légitime du républicanisme, l'héritier des Lumières, dans sa frange, on pourrait dire, la plus à gauche. Donc ces éléments-là sont importants, permettent de fixer un certain nombre de choses et nous permettent de comprendre le dernier grand moment. Peut-on dire adieu donc à 1792 ensuite, compte tenu de ce que j'ai dit, parce que d'un côté, vous avez la République stabilisée qui, d'une certaine manière, n'a jamais trop voulu parler de 1792, et vous avez un peu une gêne dans le mouvement socialiste à se réclamer d'une grande date républicaine, parce que aussi, vous savez, alors, il y a des dates, on préfère se rappeler de juin 1848, de la Commune de Paris, de toute une série d'événements qui semblent plus en phase désormais avec le mouvement ouvrier. Et évidemment, après 1917 et la révolution bolchevique, si je puis dire, la révolution russe passe peut-être pas devant tous les événements républicains français, mais c'est très important. Et on a tendance à construire une généalogie où certes la révolution française est le moment fondateur, initial, fondamental, mais quand même dépassé par des événements ultérieurs. Alors les choses ont tendance un petit peu à évoluer quand même dans les années 1930 avec la montée de l'extrême droite et du fascisme dans un certain nombre de pays, et y compris la montée de l'extrême droite dans la France elle-même. Donc, premier point rapide, entre le 14 juillet et le 20 septembre, Valmy toujours, où est la République? Vous savez que face à cette montée de l'extrême droite, notamment, pour prendre un événement hexagonal, lorsque les ligues fascistes tentent de s'attaquer donc, au bâtiment ici même, le 6 février 1934, avec, il faut bien le dire, aussi quelques militants de gauche égarés, mais enfin, ils n'étaient pas majoritaires dans les troupes du 6 février. 3 jours plus tard, le 9 février, il y a une grande manifestation qui est de la gauche socialiste et communiste, qui va entraîner progressivement la constitution de ce que l'on a appelé le Front populaire, enfin le Rassemblement populaire, et qui va gagner les élections en mai 1936. Bien. Alors, quid du Front populaire, de cette séquence, etc., par rapport à nos questions? Alors, le Parti communiste, initialement, avait une forme héritait, pourrait-on dire, de cette suspicion dont j'ai parlé au XIXe siècle, à l'égard de la République, car c'était la République bourgeoise, etc., Clemenceau, la Première Guerre mondiale, puis la Première Guerre mondiale, c'était aussi Clemenceau, en l'occurrence, et donc on se méfie de cela. L'Humanité, alors pas le titre que j'ai mis là, mais l'Humanité d'avant, des années 20, appelle très explicitement à ne pas commémorer le 14 juillet pour cela. En disant, alors, pour le coup, avec des arguments parfois juste disant que le 14 juillet qu'il commémore, c'est la fête de la Fédération,
D'abord, c'est pas la prise de la Bastille, donc il dit nous avons notre 14 juillet contre le 14 juillet des autres, mais aussi l'idée que c'est le 14 juillet bourgeois, etc., qu'il ne faut pas s'approprier. Bien. Cela change donc avec, au milieu des années 30, face à la montée du fascisme, pourrait-on dire. Il faut désormais s'approprier le 14 juillet, en insistant, donc, comme vous le voyez dans cette une de l'Humanité, sur la Bastille, ce qui est un moyen de détourner le 14 juillet officiel, encore une fois, parce que souvent les gens disent oui, le Parti communiste se rallie au 14 juillet, après, hein. Oui, mais il se rallie au 14 juillet en insistant sur le 14 juillet, sur la prise de la Bastille. Ça peut paraître évident à tout le monde, mais en fait, dans le contexte de l'époque où les gens savent mieux qu'aujourd'hui que c'est la fête de la Fédération, ça joue son petit rôle. Ça se voit quand vous lisez les papiers de l'époque, mais qu'importe. Et donc, comme c'est un moment d'union large, le Front populaire, qui va des radicaux dont certains sont extrêmement modérés. Si on les transposait aujourd'hui au niveau politique, je ne sais pas à qui on pourrait exactement les comparer, mais pas forcément à des gens très à gauche. Enfin, je ne vais pas dire la gauche de Renaissance, je n'irai pas jusque-là, mais enfin, pour certains, je veux dire qu'on n'en est pas si loin. D'ailleurs, c'est eux qui saboteront la coalition au bout de 2 ans et qui donc se retourneront avec la droite. Mais bon, qu'importe, malheureusement, il faut rappeler que cette expérience se termine mal, mais quoi qu'il en soit, elle commence plutôt bien, avec un certain nombre d'acquis sociaux, des grands mouvements de grève. Et cette coalition du Front populaire donc, doit aussi choisir ses symboles, ses grands moments. Et donc, on choisit le 14 juillet, mais il est significatif qu'à ce moment-là, parce que c'est une coalition large, eh bien sûr qu'il y a des références à Valmy. C'est important, c'est encore une fois une bataille nationale décisive, mais on n'insiste pas non plus trop, à proprement parler, sur ce 21 septembre 92, parce que c'est la Convention nationale. C'est pas très loin de la Constitution de 93, c'est pas très loin de, excusez-moi, je parle familièrement, mais vous me comprenez, de la Terreur, de Robespierre, et ce n'est pas le moment de raviver cela au sein de la coalition. Donc aussi, il y a cette idée que le 21 septembre n'est pas le meilleur jour à choisir pour faire des coalitions larges. Alors, je n'en tire aucune conclusion pour les périodes ultérieures, mais c'est une des raisons qui explique qu'au sein de la gauche, ce n'est pas non plus la date qui a été le plus transmise jusqu'à nous. Alors, il y a évidemment, et je terminerai mes 5-7 minutes là-dessus, ce qui permet d'expliquer mieux et plus directement, même si les héritages dont j'ai parlé sont importants. Hein. Je ne l'ai pas fait juste parce que je fais cours là-dessus, parce que c'est ma spécialité, que c'est important, que ça m'intéresse. C'est parce qu'effectivement, ces histoires de suspicion, de rapport à la République, de multitude de références au camp républicain, sont des héritages qui se retrouvent effectivement jusqu'à aujourd'hui, d'autant plus dans une période où la quasi-totalité du champ se réclame à proprement parler de la République. Alors souvent, parfois, les gens me disent, je fais des débats là-dessus, ils vous disent « Ah, mais donc tout le monde se réclame de la République maintenant, donc ça n'a plus aucun sens. Vous êtes historien, donc vous parlez de périodes anciennes où on prenait nos armes, on disait vive la République, on avait les monarchistes en face de nous. » Non, en réalité, bien sûr qu'il y avait ça, mais en réalité, il y a toujours eu un débat et une tension. Je pense que c'est important de le rappeler pour comprendre les choses. Alors, venons-en à une citation bien connue du monsieur qui est en dessous, François Furet, 1789, ouvre une période de dérive de l'histoire. Pour dire les choses brièvement, dans les années 1960, jusqu'aux années 1970, il y avait une forme de consensus parmi les historiens de la Révolution française, mais aussi dans l'espace public, à considérer que le moment plus élevé de la Révolution française, comme on disait à une époque, de la Convention, était, même si on ne connaissait pas forcément très bien la date du 21 septembre, était une date plutôt, une période plutôt positivement perçue et décrite. Dans un contexte politique que je rappelle brièvement, hein, montée de l'union de la gauche, mais en même temps crise du modèle soviétique avec Solzhenitsyn, le totalitarisme, etc., un historien anciennement communiste, François Furet, va mener une offensive intellectuelle, politique, assez brillamment menée, et d'ailleurs menée aussi à grands coups de renfort médiatique, contre la Révolution française, d'abord contre la terreur, contre Robespierre, contre, entre guillemets, les dérives de la Première République, puis ensuite en élargissant, d'où la citation, à dire finalement, si vous voulez comprendre le goulag, si vous voulez comprendre les dérives idéologiques du XXe siècle, si vous me demandez à quelle date commence la dérive, d'abord c'est plutôt la terreur, mais ensuite on en vient à l'idée que c'est 1789. C'est-à-dire le processus révolutionnaire lui-même mène à cela, dans les années 70-80. Mais ce qui est intéressant pour nos histoires de dates et de choix commémoratifs, c'est que vous allez avoir donc une réponse, notamment de Michel Vauvel,
l'historien communiste, c'est lui qui a longtemps, entre guillemets, la chaire à la Sorbonne et qui réplique sur un certain nombre de points. Et j'ai mis symboliquement deux photographies d'événements bien connus, la chute du mur de Berlin en haut, et peut-être moins connu en dessous, le grand défilé qu'il y a eu sur les Champs-Élysées lors du bicentenaire de la Révolution française. Parce que le bicentenaire a été préparé dans le contexte dont je vous parle. Évidemment, personne ne savait que la chute du mur de Berlin allait coïncider avec le moment du bicentenaire. Il y a une bataille très très forte, d'autant que François Mitterrand gagne les élections en 81. Beaucoup de choses à faire en 80, il y a toute une série de débats sur les tournants entre 83 et 84, mais il y a aussi le débat qui occupe dès 81, qu'est-ce que l'on va faire en 1989 si jamais nous regagnons? Parce qu'effectivement, il fallait regagner pour être sûr d'être là jusqu'au bicentenaire. Mais toute la préparation était confiée à Mitterrand et son équipe. Donc Mitterrand va assez habilement jouer des contradictions des uns et des autres. On peut évidemment revenir là-dessus si ça vous intéresse dans le débat, mais ce qui est significatif pour nous, c'est que se repose la question de est-ce qu'on va commémorer 1789? Est-ce qu'on va commémorer 1792? Est-ce qu'on fait un peu du Clémenceau? On va faire un bloc pour dire que finalement, nous ne sommes pas robespierristes, nous ne sommes pas trop Première République, mais on va défendre tout l'héritage de la Révolution parce que nous sommes républicains. Tous ces débats se posent, il y a une multitude de commissions, de débats entre historiens, etc. Et juste pour prendre un exemple, pour être bref, j'ai mis une deuxième citation. 1789 est rendue à elle-même. C'est une citation aussi de Furet. Il dit ça après la chute du mur de Berlin. Pour dire que, quoi? Pour dire que finalement, 1789 n'est plus une période de dérive de l'histoire. Alors, en 10 ans, ça a changé, du coup, on réexplore les 2 siècles. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a toujours un enjeu politique très très fort à se réclamer enfin l'un ou l'autre, ou les deux, de 89 et 92. Parce que Furet le dit explicitement avec toute la, comment dirais-je, la confiance qui le caractérise lorsqu'il explique quelque chose. Il dit, bon, écoutez, le mur de Berlin est tombé, le communisme s'est terminé, donc je n'ai plus de problème finalement avec 1789, c'est les droits de l'homme, mais qui ne vont pas trop loin, qui ne va pas trop loin vers la sociale, etc. Donc on peut se réclamer à nouveau de 1789. Il dit ça donc au moment du bicentenaire. Et si on examine brièvement ce fameux bicentenaire, bon, certains d'entre vous s'en rappellent, très impressionnant dispositif en 1989, au-delà du défilé de Goude, vous avez dans toutes les écoles, etc., enfin moi-même ça je me souviens, une appropriation même populaire de la référence à la Révolution qui dépasse l'enjeu commémoratif. C'était déjà le cas en 1889, mais d'une certaine manière, vu le contexte de 1989, c'est peut-être encore plus fort, avec des sensibilités diverses qui s'expriment, mais là aussi, un choix qui est fait par le gouvernement, alors, qui est de faire 2 choses. On ne va rien faire en 92, en gros, pas grand-chose. Je vais vous dire un mot sur 1992 après quand même, pour des raisons assez symétriques que celles de 1889. Cela étant, si vous regardez de très près, et ce n'est pas pour dire nécessairement du bien du président de la République de l'époque, mais Mitterrand va un peu déjouer les pronostics en finalement ne donnant pas tant raison que cela à Furet, en faisant quelques grandes déclarations en disant « Attention, vous vous attaquez à la Révolution française, vous vous attaquez à l'héritage démocratique, etc. » Et il va même un peu par derrière, si je puis dire, pas mal aider Vauvel, etc., dans l'espace public. Bon, sur un certain nombre de points, tout ça est très contrôlé, mais tout de même. Cela étant, Valmy est commémoré, mais en 1989. Donc c'est là où vous avez des plaques, ils les ont enlevées depuis, dans quelques villes de France, où vous avez 21 septembre 1789, bataille de Valmy, etc., parce qu'on avait tout ramassé à ce moment-là. Donc on ne fait rien pour la République, on ne prévoit pas grand-chose pour 1992. Alors juste un mot pour finir sur 1992, et je dirai un mot de conclusion ensuite. En 1992, il y a quand même une pression, pourrait-on dire, d'un certain nombre de cercles pour faire des choses autour de la République. Alors il y a eu quelques colloques, il y a eu quelques assemblées, bon, absolument rien à voir avec 1989. Et finalement, Mitterrand choisit d'envoyer Bérégovoy, Premier ministre, à un grand colloque à la Sorbonne, organisé par Michel Vauvel et quelques autres, pour faire un discours au nom du président de la République. Bon, alors, c'est à minima, c'est un colloque universitaire, tout le monde sait bien que c'est pas aussi important que de faire à l'Élysée ou à l'Assemblée nationale, et donc, qui est plutôt un discours de défense de la Première République, mais bon, si vous regardez, c'est très facile maintenant, la presse de l'époque, même Le Monde, vous voyez, tout le monde ironise un peu en disant, oui, ils ont choisi un colloque universitaire respectable pour dire que c'était important le 21 septembre, on voit bien que ça n'a pas la même signification que de le faire dans un lieu
beaucoup plus politique. Alors je me souviens, je fais juste une anecdote, hein, je me souviens avoir longuement interviewé Michel Vauvel sur le bicentenaire et sur ce côté 1992, avant son décès. Et il me disait en plus ça avait un côté complètement crépusculaire, parce que évidemment c'était après la chute du mur de Berlin. Ils avaient insisté auprès de Mitterrand, puis Vauvel le connaissait quand même, pour dire non, il faut faire quelque chose de politique, etc. Alors Mitterrand refuse, ils envoient Bérégovoy, et en plus, quelques mois après, il y a la tragédie, vous savez que Pierre Bérégovoy s'est suicidé, donc il dit, j'en ai gardé un souvenir particulièrement crépusculaire, parce qu'il y a le côté, on n'a pas commémoré, voilà, etc. Donc tout ça est dans un contexte politique difficile, et c'est juste avant les élections de 93 aussi, qui voit une débâcle historique de la gauche, qui n'arrange rien pour, évidemment, vous dire, vous êtes républicains, sociaux, on continue, etc. Bref. Pour conclure, je ne me souviens plus si j'ai une diapositive de conclusion. Si, vers une réappropriation, si quand même. Voilà. Unité, indivisibilité de la République, liberté, égalité, fraternité, ou la mort, comme vous savez, les révolutionnaires de 1792-93 étaient très attachés à l'idée de mener la République jusqu'au bout, ou sinon de mourir parmi les derniers montagnards. Comme vous savez, mon collègue Michel Bien a publié il y a quelques jours un livre sur ces derniers montagnards, dont on parle souvent peu, parce qu'évidemment, c'est les gens qui ont perdu la bataille, donc ça ne fait pas souvent rêver les gens, à juste titre, mais ceux qui ont continué d'être montagnards juste après la chute de Robespierre en 94-95, et un certain nombre d'entre eux ont choisi de se donner la mort plutôt que de voir la République s'effondrer totalement. Donc cet imaginaire-là est très présent. Ce qui me semble important de dire, c'est que il y a des raisons pour lesquelles cette date du 21 septembre n'est pas très connue. J'en ai égrené quelques-unes, il y a des héritages. Mais d'une certaine manière, c'est parce qu'elle n'est pas très connue et insuffisamment connue qu'il faut aujourd'hui faire tout un travail scolaire, universitaire, politique, pour insister sur le fait que la République, dont la 5e est un produit, comment dirais-je, certes dérivé et largement imparfait, mais que la République, en tout cas son idéal, vienne d'un 21 septembre, c'est certes lié pour partie à la bataille de Valmy, mais c'est surtout le moment où ont commencé un certain nombre de grands principes à être énumérés. C'est la Convention, je vous rappelle, avait pour mission de donner une constitution à la France. Certes, la constitution qui a été donnée n'a pas été pérennisée, mais c'est un grand moment démocratique qui mérite d'être exploré sous ses différentes facettes d'ailleurs. J'en ai pas parlé, parce que tel n'était pas mon propos, mais les autres collègues le feront aussi. Il y a ce grand mouvement qui mène à l'abolition de l'esclavage. Il y a ce grand mouvement qui mène à des aspirations à la démocratie, je dirais, pas au-delà du parlementarisme, mais en complément du parlementarisme, parce que ce que pose toute une série d'acteurs à ce moment-là, qui ont inspiré d'ailleurs des socialistes et communistes au 19e, 20e siècle, c'est l'idée que oui, la représentation parlementaire au suffrage universel est essentielle et fondamentale, mais qu'il y a d'autres choses démocratiques qui doivent se développer à côté. Alors évidemment, les conditions de 1792 et 93 sont très différentes, mais ces appropriations-là étaient présentes. Et je crois qu'il y a une nécessité, évidemment, parce que la commémoration, il faut bien choisir une date, parce que les gens disent « Ah oui, alors après, c'est quoi ton truc? C'est le récit national, c'est les grandes dates, c'est les grands hommes, les grands... » Non, au bout d'un moment, il est important de rappeler un certain nombre de dates pour dire qu'ils sont des moments fondateurs, à plus forte raison quand ils sont largement méconnus du grand public. Je vous remercie de votre attention. Merci, professeur Ducange. Vous avez tenu en plus les temps. On a 10 minutes peut-être d'échange. En remerciant Jean Numa, peut-être en vous laissant le temps de réfléchir si vous intervenez ou pas. Premièrement, rappelez que le 21 septembre 1992, le jour du bicentenaire, il y a aussi le vote sur le traité de Maastricht qui avait occupé beaucoup les choses et qui avait participé à cet effacement. Et deuxièmement, le Nouvel Obs à l'époque s'appelait l'Obs, ça avait été le support médiatique de ce que tu as décrit dans le discours de François Furet. Juste évoquer que cet été encore, j'ai été invité à participer à un débat dans ces pages avec Laurent Geoffrin. L'Obs a fait une, vous l'avez peut-être vu, sur 1793, l'année qui fâche les Français. Tout à l'heure, je montrais l'humain, il faut acheter l'humain. Mais là, alors ce qui est intéressant, pour montrer que ce que nous décrit Jean Numa reste d'actualité, c'est que le directeur de la rédaction, M. Sylvain Courage, dans un édito qui a pour titre, tout en nuance, « Le syndrome de Robespierre », reproche en particulier à moi et mes amis de fêter encore 1793 et aussi à ceux de Pierre, avec cette phrase « Peu importe que cette année traumatisante de la Révolution française ait pu servir de matrice à Lénine pour instaurer la dictature du prolétariat et à Staline pour justifier ses purges ». Vous voyez qu'on est encore aujourd'hui dans un discours qui nécessite selon moi aussi un contre-discours basé sur des faits, qu'il y a encore cette aspiration à vouloir considérer qu'il y a dans la Révolution française, dans les événements qui amènent ce que tu as décrit, un totalitarisme, alors que nous pensons que c'est en réalité l'inverse, même si évidemment il s'agit de connaître l'histoire. Voilà, c'était pour dire que
après ton brillant exposé, tout ça reste, me semble-t-il, encore brûlant d'actualité. On en parlera tout à l'heure avec nos amis de la BD. C'est que dans beaucoup d'objets médiatiques, etc., je pense notamment à toute une série d'émissions de télévision financées par le service public, historiques, etc., on est encore quand même, me semble-t-il, dans un regard, évidemment, c'est sans doute pour ça que vous êtes là, sur la Révolution française, sur l'acte de naissance et le moment de naissance de la République, qui est encore l'objet de sévères attaques.